nos enfants, les tout-petits. Et si on en parlait encore aujourd'hui avec deux sujets pertinents. Le premier sujet, l'addiction chez l'enfant. Le deuxième sujet, l'éducation sexuelle des enfants. Et oui, nous sommes aujourd'hui mercredi. Et il faut le dire, ce jour leur est dédié spécialement. Et nous allons tout simplement ajouter des astuces parce que nous sommes aussi mercredi. Larry Ouattara est avec nous pour cette émission et sans oublier notre invité du jour et notre invité actu que nous allons vous proposer. On va encore parler des enfants. Bonjour et bienvenue. Nous sommes dans Matin Bonheur. C'est parti. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur avec Larissa Ouattara. On s'accompagne au fil des astuces. Larissa, est-ce que ça va ce matin? Ça va très bien. Pas trop froid, hein? Non, ça va. Il fait très froid dans le studio ce matin. Oui, quand même. Merci de me plonger dans un univers dans lequel j'étais il n'y a pas longtemps. Enfin bref, allons-y Larissa. On va parler de comment perdre du poids avec des éléments naturels. Oui. Des éléments que nous avons à notre portée. Allons-y. À la maison. Oui. Bon, voilà, nous sommes en vacances, hein. Bon, disons, il y a plusieurs personnes qui sont en vacances, donc c'est le moment de se lâcher, même au niveau de la nourriture et tout. Donc je viens en mode alerte aujourd'hui pour dire attention les mamans, les papas, attention, à vous aussi les jeunes gens, parce qu'on peut prendre rapidement du poids et puis après, on ne sait pas comment se gérer et tout. Donc j'ai des astuces aujourd'hui que vous pouvez même avoir très facilement à la maison, soit pour vous couper l'appétit ou pour perdre carrément le poids. Donc je vous présente dans ce bol, dans cette carafe, on a du concombre, on a du persil, gingembre et puis le citron. Alors c'est tout simple, je n'ai que découpé les concombres, nettoyer, disons le gingembre. Et j'ai découpé le citron, j'ai jeté les feuilles de persil à l'intérieur. On va laisser reposer comme ça pendant une demi-journée. Et vous allez voir même que lorsqu'on laisse reposer, on ne met pas du tout au frigo. Pas du tout. Vous pouvez prendre ça avec de l'eau plate ou de l'eau tiède. Voilà, ou de l'eau tiède de préférence, ça va dépendre de vous. De l'eau non glacée. Voilà, il faut dire ça comme ça. C'est ça, pour vous. Sinon, de l'eau plate. Oui, c'est ça. Maintenant, pour ceux qui veulent encore un goût même beaucoup plus acide, ils peuvent rajouter du citron. Encore, parce que là, je n'ai pas pressé de jus de citron. J'ai juste découpé et j'ai laissé à l'intérieur. Voilà, maintenant, pour ceux qui veulent un goût un peu plus acide, comme je dis, vous rajoutez encore du citron et vous prenez pour faire votre eau toute la journée. Il n'y a pas de souci à cela. Après le repas, vous le prenez. Vous allez voir que ça va vous aider au niveau du détox parce que le citron est un très bon détoxifiant. Le citron, et on a aussi les persils qui est riche en fer. Donc, ce qui va nous aider, c'est que lorsque on décide de faire un régime, on ne tient pas compte de tous ces aliments nutritifs-là. On se dit non, comme on fait du régime, on se prive de nourriture et puis c'est bon. Et après, on n'a plus de force. Tu vois, même la personne fait régime, mais son visage est bizarre comme ça parce qu'elle a faim, il n'y a pas assez de vitamines qu'elle consomme et tout. Donc, ces aliments-là vont beaucoup nous aider. Vous pouvez le faire à la maison et c'est top. Et j'ai aussi un best-seller ici. On parle de clous de girofle que j'ai fait infuser. Je ne savais pas que c'était un très bon coupe-faim comme ça. Donc, pour ceux qui ne veulent pas manger beaucoup, il y a d'autres ça va nous aider déjà au niveau de la digestion et tout. Mais le clou de girofle, lui-même, avec lui, on n'aura pas tout le temps faim. Donc, on peut le prendre matin à jeûne. On le fait juste, on prend les clous de girofle, on le fait infuser avec de l'eau chaude et après, on retire les grains, on le boit matin et soir. Ça dépend de vous, mais pas trop, n'exagérez pas. Vous pouvez mettre un jour d'intervalle. Comme on dit, l'excès de l'huile. Voilà. Et aussi, je voulais préciser, pour ces personnes qui ont des problèmes de santé surtout, moi, personnellement, je ne supporte pas le citron. Donc, c'est quelque chose que je ne vais pas vraiment consommer pour un problème de santé. Donc, c'est très important aussi de voir le médecin pour savoir si vous pouvez utiliser ces éléments ici présents. Oui, si on n'est pas allergique à ça aussi. À ces éléments-là. Donc, c'est tout simple pour perdre du poids avec ces éléments très simples que nous avons à notre portée. Il y a du citron, il y a des persils, il y a du gingembre, il y a dans de l'eau, tout simplement, de l'eau plate. Et puis, on l'a dit combien de fois dans la journée? Bon, ça, on peut prendre pour faire notre eau en journée. Dès qu'on mange, quand on a soif, on prend. Il y a d'autres qui préfèrent mixer. Parce qu'après infusion, on va retirer tout. Oui. Non, on ne retire même pas. On sert juste l'eau et puis bon, quand l'eau finit, on rajoute. Et on peut laisser 1 jour, 2 jours et puis bon, ça va. On change de solution. Et je voulais préciser aussi que pour perdre du poids, on ne peut pas parler de perte de poids sans faire de sport.
Ah, Donc, il faut rajouter aussi des activités sportives. C'est très important pour nous. Ça va nous aider aussi. Mais le conseil que j'aimerais vous donner, parce que moi-même, j'ai été aussi victime, on est tout le temps pressé pour perdre du poids. Or, il faut perdre lentement parce que c'est sûrement, en fait. Tu perds lentement et sûrement. Mais lorsqu'on se presse pour perdre du poids, on reprend aussi facilement. Donc, c'est mieux d'aller de manière saine. En tout cas, merci pour ces astuces. Je pense que ça va nous servir. Moi-même, ça va me servir parce que je sens que j'ai pris un peu... Le réalisateur dit qu'il veut la... OK, il n'y a pas de problème. Mais pour lui, est-ce que vous avez pour casser le ventre? Oui, pour casser le ventre ça aussi. Ça aussi, ça aide. OK. Jacques Brou, je pense que ça peut te servir. Oui. En tout cas, merci beaucoup. À Larissa Ouattara, on l'a dit, des éléments nutritifs, avec beaucoup de vitamines, de bonnes vitamines pour perdre du poids naturellement. Il ne faut pas utiliser des produits qu'il ne faut pas. Il faut voir son médecin aussi, surtout pour voir si on n'est pas allergique à certains produits. Il faut faire du sport. C'est ça. C'est important, il faut ajouter. Oui. C'est ce que Larissa fait. C'est pour ça qu'elle est toute belle tous les mercredis. Alors, nous allons lui dire merci. Et puis, on va forcément se retrouver avant la fin de la semaine. Oui, pour la dernière émission. C'est ça. De Matin Bonheur. Oui, le vendredi. J'espère qu'elle a tous les accessoires. Ah, bien sûr, je vais me préparer parce que ce vendredi, ça sera chaud. Ah oui, ça sera la dernière. Oui. Merci, Larissa Ouattara. Il est en notre compagnie avec lui, on va décortiquer ce sujet, l'éducation à la sexualité, une démarche éducative qui vise à apporter dans un certain sens des informations objectives et des connaissances scientifiques sur le sujet. Il s'agira donc pour nous aujourd'hui, chers téléspectateurs, d'identifier les différentes dimensions de la sexualité pour l'enfant et pour une meilleure compréhension pour tous. L'éducation sexuelle des enfants, quand et comment, avec un expert en la matière, Frédéric Zabidjo, qui va venir. Très cher, comment ça va? Dieu fait grâce. Tout va bien, merci. Allez, on s'installe. Il est bonté, donc il fait toujours grâce. Toujours. Malgré nos nombreux péchés. Ah, mon Dieu. Alors, la journée commence bien? Super bien. Ouais. Comme Dieu va, tout va. Ah, OK. Alors, c'est un gourou qui l'a dit. Déjà, une petite digression. De quel... c'est Manfla, non? Manfla. Manfla. On salue toutes les populations de Manfla. Malheureusement, il est gourou. Ah oui. Alors, avec Frédéric Zabidjo, on rappelle que vous êtes psychothérapeute. Oui. Voilà. On va parler de ce sujet très important. Je l'ai plus ou moins... dit en donnant une certaine définition. Vous avez quelque chose à ajouter, ce que j'ai dit, en parlant d'éducation sexuelle? Non, pas vraiment, parce que l'éducation sexuelle, en fait, la sexualité en Afrique, c'est un sujet tabou. Chez nous, on n'en parle pas. Déjà, en adulte, on n'en parle pas. A fortiori, en parler avec les enfants, c'est compliqué. Alors que les enfants, ils ont vocation à devenir des adultes qui vont justement avoir affaire à la sexualité. Donc, il faut bien qu'on brise le tabou. Bien sûr, j'allais même le demander. Faut-il et pourquoi parler d'éducation sexuelle, de sexualité à nos enfants? Parce que nos enfants, ils ont vocation à devenir des hommes et des femmes. Et un homme et une femme, ils doivent savoir c'est à quoi ils auront affaire. Donc, il faut qu'ils sachent déjà ce qui les attend, premièrement. Deuxièmement, pour éviter les risques potentiels que les enfants peuvent courir. Parce que quand un enfant n'est pas informé sur les questions de sexualité, quand il va découvrir la sexualité, ça peut être catastrophique pour lui. Oui. Je vous donne mon expérience. Quand j'étais au lycée, la première fois que j'ai fait un rêve mouillé, le rêve mouillé, c'est la première éjaculation qu'un adolescent fait dans son caleçon. Quand je l'ai fait, je suis allé en parler à mon voisin de chambre qui m'a dit « Mais Zabi, mais tu es un homme mort. Mais tu as la blénorragie, tu as la gonococcie. » Enfant que j'étais, je ne savais même pas de quoi il parlait. Oui. Et je vous assure que ça m'a rendu anxieux pendant des jours. Donc, pour ne pas que ça arrive, il vaut mieux faire l'éducation sexuelle de son enfant. Il faut en parler. Il faut en parler. Est-ce qu'il y a un âge bien défini? Du berceau jusqu'au tombeau, on doit parler de sexualité. Du berceau jusqu'au tombeau. Il n'y a pas d'âge particulier, sauf qu'il faut adapter les choses au stade de développement de l'enfant. Au contexte, aux situations? Aux situations, au moment. Vraiment, il faut adapter les choses. Adapter et non pas reculer, non pas mentir, non pas ne pas aborder. Non, il faut aborder, il faut parler de la sexualité à un enfant en fonction de son âge, en fonction du contexte, en fonction de son environnement, en fonction de ses réalités, en fonction de son niveau de maturité. Bien sûr. Voilà. Alors, merci pour tous ces détails. Vous avez, moi, j'aime bien les détails dans cette émission. C'est important. Et vous êtes psychothérapeute. On a aussi la pratique avec vous. On ne doit pas choquer l'enfant. On ne doit pas brusquer l'enfant avec des mots.
Quels sont, par exemple, si l'enfant a 5 ans, ou même, bon, disons même 10 ans, parce que voilà, 10 ans, on commence à sauter un peu partout et tout, quels sont les mots qu'il faudrait dire, quels sont les mots qu'il faut employer, hein? À quel niveau de compréhension nous devons être là? Déjà, avant qu'on arrive à 10 ans, si vous permettez, on va commencer plus bas. Ah, j'aurais voulu, mais bon, j'ai été très rapide. On va commencer plus bas. De 0 à 3 ans, l'enfant, il apprend à découvrir et le monde et particulièrement son corps. OK. Donc, il a besoin de savoir. Il faut nommer les différentes parties du corps de l'enfant, le lui dire, mais dans un vocabulaire qu'il peut comprendre. Donc, par exemple, pour ce qui porte sur la sexualité, sur les organes sexuels, on va parler au petit garçon de Kiki, on va parler à la petite fille de Nénette ou bien de, je ne sais pas moi, ouais, des petits mots comme ça. Des petits mots, voilà. Que les enfants puissent, il faut qu'ils sachent de quoi on parle. Parce qu'utiliser les grands mots, ça ne sied pas à la situation. Oui. Ça, c'est de 0 à 3 mois. Lui montrer la différence entre, par exemple, lui, le petit garçon, et sa sœur qui est une petite fille. Montrer la différence en nommant les différentes parties du corps. Il faut savoir qu'à cet âge-là, comme je l'ai dit, l'enfant, il découvre. Donc, il a tendance à toucher et tout. C'est à ces moments-là qu'il faut installer les bases. Lui dire, par exemple, que quand on a, par exemple, un kiki, on ne doit pas, par exemple, se promener nu dans la maison. Oui. Il faut lui apprendre le sens, par exemple, de la pudeur. Apprendre cela aux filles, qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on peut faire. Il ne faut pas aller s'asseoir sur les jambes de tout le monde. Il faut dire ça aux filles, même aux garçons aujourd'hui. Il faut leur apprendre ces choses-là de 0 à 3 ans. À 3 ans, OK. Quand l'enfant atteint l'âge de 4 ans, entre 4 ans et 10 ans, on peut dire 4 ans, 9 ans, ça dépend de la précocité de l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui sont très précoces, qui rentrent dans la préadolescence, souvent à 8 ans, à 9 ans. Donc, en fonction de leur précocité, de 4 ans jusqu'à 10 ans, c'est un autre langage. On peut parler de l'intimité à l'enfant, on peut parler de câlins, on peut parler de bisous, vraiment de ces choses-là à l'enfant, lui dire, par exemple, de faire un câlin et lui expliquer les limites à ne pas franchir. Il faut le lui dire. Parce que les enfants, ils sont très observateurs et très souvent, ils ont tendance à copier ce qu'ils voient. Oui. Donc, de 0 jusqu'à l'âge de la préadolescence, l'enfant n'a pas vraiment une conscience sexuelle. Ça veut dire qu'il y a des actes qu'il va poser, pas avec l'intention que les adultes ont. Il peut avoir, je dis avoir, en griffe, un rapport sexuel. On peut assister à ça. Mais ces rapports sexuels à l'enfant ne va pas le faire dans le sens d'avoir un rapport sexuel comme nous, les adultes, on le ferait. Voilà. Il va faire ça peut-être juste parce qu'il a vu quelqu'un faire. Oui. Et donc, il copie. Il a vu un film, il a vu son père ou sa mère, il a vu une sœur, il a vu un frère, il copie. Donc, et on doit comprendre que là, il y a des dangers. Et comme il est exposé à ces dangers-là, il faut aborder la question. Donc, entre 4 ans et 10 ans, il faut lui parler de l'intimité, mais vraiment dans des termes qui sont à son niveau. Je répète encore, utiliser le langage. Quand on communique, c'est pour se faire comprendre. Si ce n'est pas pour se faire comprendre, ce n'est pas la peine. Quand on communique, ce n'est pas pour choquer. Donc, il faut qu'on explique les choses à l'enfant dans son langage. De 10 à 11 ans, entre 10 et 11 ans, l'enfant, il commence à avoir une conscience sexuelle. En ce moment-là, les choses se mettent en place. Le changement du corps commence à se faire voir à travers l'apparition, par exemple, de la pilosité au niveau des aisselles, au niveau du pubis, à travers, par exemple, même, si vous voulez, l'apparition des spermes dans le sommeil, pour la fille, à travers l'apparition des menstrues, etc. Donc, à travers l'apparition aussi des seins. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Il faut expliquer à l'enfant que son corps va subir cette évolution-là et ces changements, et que ça va continuer de toute façon. Sa voix va muer, la pilosité va devenir plus abondante. Il faut lui expliquer ces choses, parce que ne pas le lui expliquer, comme je l'ai dit d'entame, ça peut l'exposer à développer des peurs, des frayeurs, des anxiétés inutiles. Alors que utiliser des images aussi. C'est possible qu'on puisse utiliser des images, mais pas forcément de la pornographie. Oui. Voilà. Mais on peut utiliser des images qu'on peut trouver dans des livres pour pouvoir faciliter la communication avec l'enfant à cet âge-là. À partir de 10 ans, on sait aujourd'hui, avec la manipulation du téléphone portable, que les parents mettent malheureusement à disposition des enfants sans aucun contrôle, à travers la manipulation de ces appareils-là. Donc, on sait que l'enfant peut avoir accès à la pornographie et à des choses qui ne sont pas normalement à sa portée, qui ne devraient pas être à sa portée à cet âge-là. Oui. Mais comme
la perspective est bien là, comme la possibilité est bien là, il faut en tenir compte et vraiment dire à l'enfant qu'il y a des choses qu'il doit s'abstenir de faire avec ses amis, avec un inconnu, avec des adultes, même avec les parents, parce qu'on sait que la plupart des agressions sexuelles sur les enfants sont commises par des gens qui sont de la famille très en général, ou de l'entourage. Ça, c'est connu. Donc, il faut vraiment préparer l'enfant à ça. Au-delà de 11 ans, on sait que là, l'enfant commence à rentrer véritablement en pleine adolescence avec toutes les mutations hormonales auxquelles on peut assister et l'apparition vraiment de toutes les, si vous voulez, de tous les attributs d'hommes et de femmes. Okay. Il faut informer l'enfant, le prévenir sur les risques qu'il court. Pour la jeune fille, risque de grossesse précoce, risque de maladie. Pour le petit garçon, risque de maladie, risque d'engrossement aussi de quelqu'un. Et donc, privation d'un avenir glorieux à une personne. Donc, vraiment, lui expliquer ces choses. Expliquer ces choses à des enfants, ce n'est pas forcément, si vous voulez, les encourager à aller vers ça. Tout dépend du langage que le parent va utiliser. Il faut savoir que nous sommes des didactes, nous sommes des pédagogues. Okay. Et donc, il faut nécessairement informer parce que c'est l'information qui apporte la transformation. Si on veut avoir un adolescent, un enfant qui est transformé en un bel homme, en une belle femme, et quand je dis beau, je ne parle pas ici de la beauté physique, mais je parle vraiment de la beauté des valeurs intérieures. Voilà. Si on a envie de ça, il faut donner des informations et ne pas s'abstenir, ne pas se priver justement d'en donner, c'est clair. Et vraiment, on va insister sur la manière de donner. La manière. Oui. Tout réside dans la manière. On peut tout faire, on peut s'abstenir de tout faire, mais tout dépend de comment on le fait. Déjà, le principe, premièrement, savoir qu'on ne doit pas mentir. Vous voyez, je me promenais un soir avec ma fille, en ce moment-là, elle avait 4 ans, et on a vu des chiens en train de s'accoupler. Et elle me demande, papa, ils sont en train de faire quoi? Qu'est-ce que je lui réponds à 4 ans? Vous voyez, ici, je déconseille formellement de mentir. Il faut dire la vérité, mais dans des termes que l'enfant peut comprendre. Et par exemple, qu'est-ce que vous avez dit à votre fille? Restez sur l'exemple. Je lui ai dit que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce que les gens font et puis on a des bébés. Okay. Heureusement pour moi qu'elle n'est pas allée au-delà de ça. OK. Bon. Elle s'est juste arrêtée là. Voilà. Mais elle m'a bien eu à une autre occasion, hein, parce que là, et c'est à ce niveau-là qu'il faut attirer l'attention justement des parents. Oui. Parce que je lui avais dit qu'une femme, même qu'elle soit bébé ou adolescente ou femme, elle ne doit pas, par exemple, se promener nue. Elle ne doit pas se promener en sous-vêtements. Je le lui ai dit. Elle a bien compris. Et un jour, on était assis en train de regarder le concours Miss Côte d'Ivoire. Oui. Elle me dit, mais papa, pourquoi les tantis là, elles se promènent nues? C'était la plus grosse gêne de ma vie en fait. Oui. Non, pas nues, mais... Elles étaient en maillot. En petite tenue. Cher frère, voilà. Quelle est la différence entre les maillots que les filles la portent pendant le concours et puis quand elles sont en intimité? Je pense qu'on va refermer la parenthèse et puis on va poursuivre. Justement, il ne faut pas refermer cette parenthèse-là de sitôt. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a tendance à faire. On a tendance à éviter les sujets alors que ça nous attend. Ah non, je reste sur mon sujet. Je n'évite pas, je reste sur mon sujet. Non. Je pense que d'autres plateaux seront indiqués pour... Absolument, non. Allons-y, continuons. Je comprends, je voulais une charité. Donc là, ça a été une... Non, j'aime bien quand vous me dites. Ça a été une grosse gêne pour moi et je ne savais pas vraiment quoi lui dire. Oui. Mais j'étais obligé de trouver des mots pour lui expliquer que, oui, bon, il y a des exceptions. Mais il faut savoir que dans la tête d'un enfant, les exceptions n'existent pas. Quand vous lui donnez une règle, ça s'applique à tout le monde. Si vous lui dites on ne se met pas nu, mais tout le monde ne doit pas se mettre nu. C'est clair. Il n'y a pas d'exception. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on comprenne que les canaux d'éducation sont pluriels. Il n'y a pas que le parent. Il y a la société qui éduque. Il y a la rue qui éduque. Il y a les panneaux publicitaires qui éduquent. Et on est dans une société où ces choses-là existent. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que quand vous donnez des valeurs à votre enfant, vous lui dites non, on ne doit pas se promener nu. Quand l'enfant, il met ça dans sa tête, ben, quand il va voir une femme qui se promène nue, ou bien enfin, qui fait une publicité en petite tenue sur une voiture, sur un panneau publicitaire, ça lui pose un problème à l'enfant. Il ne vous prend plus au sérieux. Il se dit, mais attends, si par exemple la télévision nationale peut montrer des filles en petite tenue,
Ça veut dire que c'est quelque chose qui est admis. Mais pourquoi papa dit on ne doit pas faire ça alors que des gens le font? Mais il faudrait à chaque moment, comme vous l'avez dit, parler. Des explications pour qu'on puisse mieux comprendre. Circonstanciel. Oui. Donc quand la circonstance se présente, quand l'enfant pose en fonction d'une circonstance particulière une question, il faut lui donner une réponse adéquate, une réponse vraie. Oui. Et une réponse qui profite de l'occasion pour justement s'aimer dans sa tête des valeurs, les bonnes valeurs. Mais des valeurs qui ne seront pas contredites en fait. Or, la difficulté du monde actuel, c'est cela. Nous donnons des valeurs à nos enfants qui sont contredites par Internet, par la télévision, par les journaux, par la rue, par les nounous, par tout le monde en fait. C'est ça la difficulté. Et il faut qu'on prenne conscience de cela en tant que parents. Bien sûr. Qu'on sache qu'on n'est pas seul à éduquer. Et ça fait partie des obstacles que l'on pourrait rencontrer dans cette démarche. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on fait quand la peur d'aborder le sujet s'installe? Il faut justement qu'on se dise qu'on ne doit pas avoir peur. Déjà, éliminer cette peur-là de notre tête d'adulte, que je ne dois pas avoir peur de parler de la sexualité. Parce que justement, cette peur-là, elle va me donner les résultats que j'escompte. C'est-à-dire, ce que je crains, là, c'est ce qui va arriver. Comme je crains que, par exemple, en abordant les questions de sexualité avec mon enfant, que ça le pousse à la sexualité, donc j'évite, en évitant. Mais l'enfant, c'est la curiosité par excellence. Quand vous lui dites de ne pas faire quelque chose, il cherche pourquoi on ne doit pas faire. Oui, pourquoi on ne doit pas faire. Bon, on dit on ne doit pas faire ci ou ça. Moi, je veux savoir. Il veut savoir. Donc, la solution n'est pas de rentrer dans une sorte d'omerta, de silence absolu qui enrobe le phénomène de la sexualité adolescente ou bien infantile. Non, c'est de vraiment rentrer dans la logique des explications et de la clarté tous azimuts sur le phénomène. Il faut lever le voile de l'opacité. Montrer à l'enfant que la sexualité fait partie de la vie. Et tout le monde doit savoir. Mais tout le monde doit savoir ce qu'il peut savoir. Vous savez, nous tous on mange, mais les bébés, ils mangent des boissons, ils mangent des boissons parce que c'est ce que leur ventre peut supporter. Oui. Maintenant, au fur et à mesure qu'ils grandissent, le liquide, le lait, ça commence à s'épaissir et puis après on arrive à du GABA. On ne peut pas donner du GABA à un enfant. Oui. C'est la même chose. Ici donc, il faut utiliser un langage qui est light, qui est léger. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, quand on a affaire à un adolescent, dans une relation parent-enfant qui est une relation de coach à coacher, là en ce moment-là, on peut utiliser les termes qu'il faut parce que déjà de toute façon, l'école lui aura sémé dans la tête les prémices de tout ça. L'école, aujourd'hui, Dieu merci, on fait un peu de sexualité, on en parle un peu dans les classes primaires, on en parle dans les classes du collège, c'est une très très bonne chose. Et justement, mais ce n'est pas tous les aspects qui sont abordés à l'école. Donc il faut que les parents enrichissent tout ce qui est dit à l'école par un appui. Il le faut, c'est un impératif. Bien sûr. Un autre aspect que j'ai envie de relever ici, dans cette démarche des parents, il y en a comme ça qui aiment faire visiter, faire voir les enfants par des médecins, surtout les jeunes filles, pour des contrôles. Votre avis un peu sur ce sujet? Moi, je trouve que c'est maladroit, de mon point de vue. Oui. C'est vrai, on peut contrôler. De votre point de vue? Oui, de mon point de vue, ce qui n'est pas à adopter systématiquement. Bien sûr. Voilà, je trouve que c'est maladroit pour une raison. Le contrôle tous azimuts sur les enfants installe en eux l'envie de se cacher des parents. Donc, je sais que maman ou papa va me contrôler. Aujourd'hui, c'est les parents qui pensent que les enfants ne savent pas. Oui. Mais il y a beaucoup d'astuces que les enfants connaissent pour rétrécir un vagin qui a déjà été utilisé. Les enfants savent. Je vous assure que les enfants, ils savent. Parce que j'ai déjà été confronté à ça. Les enfants, ils savent. Donc, tout ce qu'il faut pour contourner les parents, mais les enfants, ils savent et ils déroulent ça. Ça fait qu'à la maison, il y a des enfants qui prennent la drogue, les parents ne savent pas, parce qu'ils sont dans le contrôle tous azimuts. Il faut éviter ça. Ce qui est bien, c'est de créer la relation parentale qui est une relation horizontale, où on est au même niveau. On est tellement, si vous voulez, proche de l'enfant, que l'enfant, il est influencé par ce qu'on lui dit. Et à ce moment-là, on peut lui montrer les limites à ne pas franchir. Et on lui fait confiance. Bien sûr. Mais quand vous me montrez que vous n'avez pas confiance en moi, je me cache de vous, en fait. Et là, ce n'est pas intéressant pour les parents. Merci beaucoup.
Frédéric Abidjo, on va aller dans le centre. Voilà, on a essayé de comprendre, hein, lorsqu'on parle bien sûr d'éducation sexuelle de nos enfants, parler de sexualité de nos enfants. Et oui, on espère que vous avez bien compris, bien percuté ce que nous avons dit et toutes nos excuses. Et si vous avez été choqué par certains mots que nous avons donc employés, bien sûr, et pour nous, une meilleure compréhension dans tous les cas. Nous rappelons les gagnants du challenge. Numéro 9, Kofi Alexandre. Numéro 19, Didier Kwan depuis Abengourou. Numéro 32, Odette Touré. Et numéro 33, Aboubaka Ouattara depuis Abobo Gare. Merci Frédéric Abidjo, voilà, psychothérapeute, notre expert en la matière lorsqu'on parle bien sûr d'éducation tous les mercredis. Demain, on sera encore avec vous. Cette fois-ci, on va parler santé, on va parler tabagisme, donc en compagnie de nos différents invités. On va aussi évoquer d'autres sujets très importants. Que Dieu vous garde, excellente journée et merci de suivre les programmes de RTI 1. La suite de nos programmes dans quelques secondes seulement. Allez, bonne journée. Merci.